Quoi? Je crois que ça tourne. Ah, pardon. Salut Robin, ça va? Salut Farid. Oui, pardon. On en est à la 15e émission, la petite histoire du jeu de rôle. Dis donc, Robin, ça défile. Hein. Eh oui. La 15e émission, aujourd'hui... Plus que 150. Ouais, au moins. La 15e émission, la petite histoire du jeu de rôle. JDR Factory, notre chaîne YouTube et bientôt Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on va vous parler d'un nouveau jeu de rôle qui s'appelle Dragon Quest. Générique. La petite émission du jeu de rôle. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Dragon Quest, un jeu qui est sorti dans les années 80. Et pourquoi j'étais en train de lire avec passion un casus belli, un vieux casus belli, qui a pratiquement 40 ans, c'est le numéro 20. C'est, pour la petite histoire, c'est le premier casus belli que j'ai lu, que mon père m'a offert, avec une fameuse boîte blanche, un jeu de rôle tiré des fameux romans d'un célèbre écrivain dans le domaine fantastique. On en reparlera très bientôt, sûrement là, dans 2 ou 3 émissions. Bref, voilà. Et puis quand je le reprends, et déjà à l'époque, surtout à l'époque, j'ai dû le lire en large et en travers, dans tous les sens, je ne sais pas combien de fois. Et puis on voit ici là le nom d'un jeu de rôle sorti en 1980 qui s'appelle Dragon Quest. Et là, dans ce casus belli, il y a un scénario qui est pas mal, que j'ai fait jouer d'ailleurs pour différents jeux de rôle, pas que Dragon Quest. Et on a, pour Dragon Quest, on a 3 personnes qui ont travaillé dessus. Et pas des moindres. Pas des moindres, parce que pour moi, ces personnes ont créé 2 des plus fameux jeux de rôle, l'un des plus grands jeux de rôle, qui est Paranoia et James Bond, le jeu de rôle. Donc on a Eric Goldberg, Gérard Klug et David James Ritchie. Voilà, Romain, on a du lourd là. Oui, on a du lourd. Ce qui va être du lourd. Ce qui va être du lourd, enfin, quoique, justement, on va voir qu'avec Dragon Quest, il y a aussi des innovations. Eric Goldberg, le premier. Alors lui, qui va travailler pour Chaosium notamment et pour le jeu de rôle Thieves World, et qui a également rejoint Greg Costikyan chez West End Games pour créer le fabuleux jeu qui est au panthéon du jeu de rôle Paranoia. Il a aussi créé en 1985 un jeu de plateau qui a été réédité récemment, qui s'appelle Tales of the Arabian Nights, qui est le jeu des 1001 nuits, qui est un jeu de plateau avec un livre type livre dont vous êtes le héros. Alors il n'a pas fait que ça, hein, mais disons que ce sont déjà des belles pierres de touche dans sa carrière. Gérard Klug, qui lui n'est autre que le game designer à titre personnel, de mes jeux de rôle favoris et que je considère, et nous aurons une émission là-dessus, comme un des meilleurs jamais créés, qui est James Bond RPG pour Victory Games Incorporated, début des années 80. Et enfin, David James Ritchie, qui n'est autre que le comparse de Dave Arneson, dont nous avions déjà parlé, puisque c'est lui qui a coécrit les modules Blackmoor, pour Donjons et Dragons, avec donc Arneson. Donc tout de même un sacré trio. Alors, Dragon Quest, c'est un jeu médiéval fantastique, Heroic Fantasy, édité par SPI, Simulation Publications Incorporated. Qui font surtout du wargame. Tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit dans les règles, hein, que c'est plutôt des wargamers qui ont écrit. Ah oui, ça... Et ça va très loin, les règles, là, quand même. Ah oui, ça va très loin. Mais si tu permets, avant, j'aimerais juste faire une petite précision, parce que peut-être que celles et ceux qui nous écoutent sont intrigués par ce titre, ce nom, Dragon Quest. Ils se disent, mais je connais Dragon espace Quest, le célèbre jeu vidéo, la série de jeux vidéo japonais. Alors il faut savoir que tout ça c'est une question de nom, ça n'a pas vraiment de rapport. À l'origine, le jeu de rôle Dragon Quest devait s'appeler Dragon Slayer, mais Walt Disney, les studios Walt Disney avaient sorti un film début des années 80, Dragon Slayer, donc on leur a dit ah non vous pouvez pas. Alors c'est devenu Dragon Quest. Attaché, c'est attaché, c'est Dragon Quest avec D et Q majuscule, mais attaché. Et c'est devenu TM, trademark. Du coup, en Amérique du Nord, aux États-Unis, quand le jeu vidéo Dragon, plus loin, Quest est sorti, ils n'ont pas pu le publier sous ce titre. Et le jeu vidéo s'est appelé Dragon Warrior aux États-Unis. Mais, à partir de 2003, le célèbre studio de jeux vidéo Square Enix a enregistré la trademark Dragon Espace Quest
aux États-Unis, et Wizards of the Coast en 2016, qui a acquis TSR, qui est le nouvel éditeur de Dragon Quest, a abandonné, ils ont abandonné la trademark Dragon Quest. Ce qui fait que aux États-Unis, on parle à nouveau de Dragon Quest, le jeu vidéo, et avec donc un espace et Dragon Quest tout attaché. Voilà. Alors désolé pour ces petites précisions techniques, mais c'est un peu amusant de voir ce jeu sur les mots. Et alors question règle, alors oui, là on rentre un peu, il faut quand même le dire, un petit peu dans du lourd. Précisons que bon, le ça jeu, va, il y a 6 caractéristiques. voilà, 6 caractéristiques. On n'est pas dans alors on reste, disons-le, on reste sur du grand classique, c'est-à-dire de la classe, de la caractéristique, force, agilité, dextérité manuelle, aptitude magique, endurance, willpower. Ouais, mais attends, moi ce que je trouve sympa là, c'est qu'on différencie agilité. Merci. Oui, l'agilité et la dextérité. Donc l'agilité absolument. corporelle, oui. La dextérité manuelle. Il y a des collèges de magie pour le système de magie, qui ont été plus ou moins nombreux suivant l'édition. Là, Farid, tu as montré la 3e édition. La première est donc sous forme de boîte. Et la TSR. Et la CTSR, voilà, c'est plus SPI. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un concept de point de fatigue pour lancer les sorts, qui peut rappeler un peu le système de tunnels et trolls où on utilisait les points de vie pour l'énergie magique, par exemple. Et il faut savoir que c'est peut-être, à ma connaissance, le premier jeu de rôle qui abandonne l'idée des points de vie. Parce qu'on a en fait des tiers de jeux, c'est les points de fatigue et les points d'endurance. Et qui, suivant les blessures que tu vas recevoir, tu vas être fatigué. Puis si tu es fatigué, tu vas finir par recevoir des dégâts sur ton endurance qui vont t'occasionner des coups critiques, un peu comme à Warhammer ou Rollmaster, qui ne peuvent être soignés que par du soin ou de la magie. Et donc ça, c'est intéressant de voir qu'ils ont utilisé cette caractéristique-là, sachant qu'on est dans un système d'échelle de points comparable plutôt à celui de RuneQuest. C'est-à-dire que c'est pas comme ADD où plus tu grimpes de niveau, plus tu as de points de résistance, de PV. Là, non. Même un guerrier de très haut niveau peut se faire avoir par des créatures ou des adversaires de faible niveau. Oui, mais justement, tu parles de guerrier, mais il n'y a pas de classe. Alors, il n'y a pas vraiment de classe. C'est des talents, c'est des choix. On est à mi-chemin entre la compétence et la caractéristique. Et donc, le système de combat d'ailleurs est particulièrement, disons-le, complexe, développé. On a, puisque c'est un peu du jeu de figurines. D'ailleurs, dans la boîte d'origine, il y a des pions. Ça se joue sur un plateau de jeu avec des hexagones. Et on a tout un principe de, par exemple, la position, la direction. Compte, c'est-à-dire si tu attaques de flanc, de dos, le positionnement, comme dans les jeux de figurines. Donc c'est très wargame. D'ailleurs, les combats, il faut le dire, déjà à l'époque c'était signalé, sont très longs. Les combats dans Dragon Quest sont très longs parce qu'il y a multiples options. Le round est vraiment subdivisé de façon très précise, très complexe, précise, disons, voilà. Effectivement, ce système de combat permet des affrontements tactiques, voire stratégiques, si on fait à plus grande échelle, particulièrement détaillés pour ce jeu qui a toujours, précisons-le, une communauté tout à fait. Alors, tout à fait. Très active. Et par contre, très tactique, très technique, très wargame, mais t'as parlé d'astrologie non. Personnage le ciel de naissance. Et oui, tiens, ça rappelle Chivalry and Sorcery. Oui. Parce que moi, je voulais savoir, je suis poisson, ascendant poisson. Je serais quoi alors alors ça, je n'ai plus en tête la chose dans le livret, désolé. Effectivement, comme dans Chivalry and Sorcery, le signe astrologique permet de modifier certains paramètres de ton personnage. Alors il y a un univers aussi qui s'appelle Alusia, le royaume d'Alusia, qui a été développé. Il y a eu quelques suppléments, il y a eu un écran, il y a eu quelques modules, comme le plus célèbre, c'est The Castle ad Antonkel. J'allais le dire. Je ne ferai pas cette blague. Mais c'est un des plus célèbres modules. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup de modules pour Dragon Quest officiel. Il y a eu par contre une communauté qui s'est développée autour. Alors c'est du Medfan, disons-le, très classique. Il n'y a rien de bouleversant dans le royaume d'Alusia. C'est du wargame qui reste effectivement dans la lignée
de ce qu'on connaît chez DD, de ce qu'on connaît dans Chivalry and Sorcery. Moi j'aime bien là. Alors, habituellement, je suis pas fan du principe pourcentage, descend, etc. Mais les caracs qui vont de 5 à 25, et pour les tester, tu multiplies par un facteur qui va de 1 à 5 suivant la difficulté. C'est quand même sympa. Voilà. Et il y a, je pense, le prototype du système qu'on appellera plus tard dans un célèbre jeu Warhammer, pour ne pas le nommer, de carrière. Eh oui. Parce qu'il y a ce qu'ils appellent les vocations. Tu as ranger, voleur, courtisan, scientifique militaire, beastmaster et troubadour, et que tu peux acquérir ces compétences finalement, ces vocations avec des points d'expérience. Donc ça c'est intéressant. Et pareil pour les armes. Tu apprends à te servir des armes comme les vocations. C'est-à-dire qu'on a un système qui, disons-le, est assez hybride entre carrière, qui s'appelle vocation, donc compétences, caractéristiques et l'expérience qui permet d'acheter un peu tout et de customiser ton personnage, un peu comme on peut le faire avec plus tard dans le système des mains avec des feats, par exemple, hein, des talents, ce genre de choses. Donc c'est quand même une réflexion sur le jeu de rôle qui est intéressante. On est en 1980, ils réfléchissent à un système différent pour les points de vie, avec donc l'endurance et la fatigue, plutôt que bêtement un bouclier, parce que les points de vie c'est une sorte de bouclier finalement, puisque ADD c'est un peu abstrait, il n'y a pas de... Je veux dire que tu aies 100 ou 10 PV, si je te fais 5 PV, ça fait pareil que tu en aies 10 ou 100, tu en as perdu 5. Il n'y a pas de différenciation. Là, oui, là tu peux finir par être fatigué, puis après prendre des dégâts sur ce qu'ils appellent l'endurance. Donc c'est très intéressant de voir ce système, des réflexions de gameplay, de game design, et puis pas étonnant puisque on a 3 game designers de talent qui connaissent beaucoup de choses et qui ont déjà probablement en tête de nombreux projets. Et Dragon Quest est un jeu qui mérite qu'on s'y attarde pour toutes ces innovations, mais même aujourd'hui, ces innovations, ces réflexions. Parce que bon, en soi, ça a l'air un peu complexe dit comme cela, mais tu l'as montré, le livre des règles n'est pas très gros. Non. C'est pas un pavé, c'est beaucoup moins gros que Chivalry and Sorcery. 150 pages environ. Oui, voilà. Bon, c'est écrit petit, certes, il y a peu d'illustrations, comme pas mal de livres de l'époque. Mais effectivement, c'est un jeu tout en un qui, comme je le disais, a toujours ses adeptes, a toujours sa communauté. C'est un jeu qui a reçu de bonnes critiques à l'époque, donc qui a changé d'éditeur, effectivement. Pas étonnant que ils ont eu du flair, TSR l'a récupéré, c'est intéressant quand même de voir que le TSR n'a pas négligé ce jeu, même s'il y a eu effectivement très peu de suppléments et de suivi. Donc un jeu, une petite rareté peut-être pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas ce jeu, qui, je le répète, n'a pas un rapport direct avec le jeu vidéo, hein, même si le jeu vidéo est clairement inspiré du jeu de rôle. Hein, on sait le succès qu'au Japon a eu DD. Et donc, voilà, Dragon Quest, une tentative d'unification de plusieurs éléments de règles, un trio de game designers qui mettent en commun toutes leurs idées, puisqu'après chacun a vogué dans des directions différentes, avec des systèmes de jeu très différents les uns des autres. On sent que on sent la réflexion collective dans ce jeu, je trouve. Vraiment. C'est pas le jeu, c'est pas la vision de Gigax, c'est pas la vision de Symbalist par exemple dans d'autres jeux. Là, c'est vraiment, on s'est mis à 3 autour d'une table et on a mis en commun plein d'idées. Et ça se sent dans le jeu. Je trouve que c'est peut-être un des premiers jeux à le faire. C'est peut-être même une expérimentation, ce jeu. Absolument. Oui. Et d'ailleurs, comme disait Romain, on vous invite vraiment à le découvrir si vous en avez la possibilité, si vous en avez la chance. Il y a des choses intéressantes et vous allez vous rendre compte de justement ce que ces 3 auteurs vont pondre plus tard. Alors, tu parlais de Japon tout à l'heure pour termination. Juste pour vous préciser, dans une future émission, on va faire une émission un petit peu spéciale parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, des jeux anglophones et puis très vite des jeux français. Mais on fera une émission, on va parler de façon succincte, mais on va parler de plusieurs jeux venant de l'étranger, du Japon, de Suisse, de l'Italie, de l'Espagne, de la etc., Suède, de l'Allemagne. L'Allemagne, on fera quand même une émission à part pour un jeu bien connu. De la Pologne. De la Pologne aussi. Donc voilà, c'était pour préciser, ça arrive bientôt. Merci Romain. Merci Farid. C'était la 15e émission, vous présentez Dragon Quest.
Et c'était la petite histoire du jeu de rôle de JDR Factory. Ciao. À bientôt. Ciao les gars.